Un richissime homme d'affaires peinait à croire ce qu'il entendait, quand un jeune garçon déchaussé s'adressa à lui en cette langue distincte. Avant de vous plonger dans ce récit poignant, d'où m'écoutez-vous et quel âge avez-vous? Indiquez-le dans les commentaires. Cette histoire se doit d'être partagée. L'aube avait apporté cette bise glaciale qui pénètre jusqu'à la moelle. Ce genre de froidure qui contraint les passants à hâter leur marche, les mains profondément enfoncées dans leurs poches, le regard rivé sur le pavé. Stéphane Dupont, 47 ans, arborait un costume sur mesure d'une grande maison parisienne, d'une valeur supérieure au revenu mensuel de 3 ménages, ainsi qu'une expression qu'il avait mis des décennies à ciseler, ce masque d'impassibilité qui dresse une barrière entre les nantis et les démunis. Il progressait sur l'artère principale du centre-ville de Blois, sa mallette en cuir de chez Hermès à la main droite, son smartphone à la gauche, parcourant des emails si urgents qu'il ne souffrait pas même le délai de son trajet jusqu'à son bureau. Le claquement de ses souliers vernis contre le sol créait une cadence régulière et confiante, la signature sonore d'un homme qui connaît sa destination et la valeur de l'atteindre. Sa fortune, il l'avait érigée de ses propres mains. C'était un sujet de fierté, les rares fois où il s'accordait le luxe d'une émotion. Import-export, transactions immobilières, placements financiers, des domaines d'activité qui semblent rébarbatifs lors de dîners de famille, mais qui brassent des sommes que le commun des mortels peine à concevoir. Il gérait 3 filiales à l'étranger, occupait un somptueux appartement dans un quartier huppé de Bordeaux, possédait 2 automobiles qu'il ne conduisait jamais, et n'avait rigoureusement personne pour l'attendre le soir. Son union s'était dissoute 4 ans auparavant. Son ex-femme était partie avec la moitié de ses biens et l'intégralité des reproches tuent trop longtemps, ses heures de travail interminables, sa transformation en un étranger, l'incapacité de l'argent à réchauffer un lit vide ou à nourrir des conversations qui ne gravitaient qu'autour de bilans et de contrats. D'enfants, ils n'en eurent point. Elle en avait ardemment désiré. Lui avait toujours une excuse pour repousser l'échéance d'une année, puis d'une autre, jusqu'à ce que le calendrier soit à court d'années à différer. Aujourd'hui, Stéphane était l'esclave d'une routine si méticuleusement réglée qu'elle aurait pu être automatisée, levé à 6 heures, séance de sport, douche, petit déjeuner devant son ordinateur, travail jusqu'à 20 ou 21 heures, repas d'affaires ou solitaire, avant de regagner son appartement bordelais pour 5 heures de sommeil et la reprise du cycle. Les fins de semaine étaient les pires, lorsque le silence de son appartement devenait une clameur. Mais en ce mardi particulier, cheminant vers son rendez-vous de 9 heures avec des investisseurs nippons, un imprévu vint dérégler sa mécanique. Un enfant. D'abord, Stéphane ne l'enregistra pas. Une simple silhouette dans le champ de sa vision périphérique, un de ces obstacles vivants qu'il avait appris à contourner sans même lever les yeux. Puis l'enfant parla. « Monsieur, s'il vous plaît. » La voix était menue, éraillée par la bise, mais parfaitement audible. Stéphane s'immobilisa. Non par émotion, mais par surprise. On ne l'interpellait que rarement en pleine rue, surtout à 8h30. Sa curiosité l'emportant sur toute autre considération, il pivota. Le garçonnet ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Il était assis au seuil d'une ruelle sombre, coincé entre 2 bâtiments commerciaux, le dos contre la paroi de briques souillées. Un pull gris, manifestement hérité de plusieurs propriétaires successifs, le couvrait. L'étoffe était mitée, constellée de taches qu'aucun déterge ne saurait effacer. Son pantalon, trop court, exposait des chevilles fines et crasseuses, et ses pieds étaient nus. En plein hiver, nus. Pourtant, ce ne fut pas ce détail qui cloua Stéphane sur place, mais bien le visage de l'enfant. Des traînées de suie marquaient ses joues, sa chevelure blonde était un écheveau indémêlable, mais ses yeux étaient d'un bleu surnaturel, d'une limpidité cristalline, un bleu de magazine retouché qu'on ne s'attend pas à croiser dans la réalité, et encore moins dans le recoin sordide d'une ruelle. Le regard de l'enfant était un mélange d'espérance et de fatalisme, comme s'il anticipait le refus de Stéphane mais se devait, malgré tout, de tenter sa chance. « Que as-tu dit » s'enquit Stéphane, feignant de n'avoir pas compris. L'enfant cligna des paupières, déglutit, et, de sa petite voix étonnamment assurée, réitéra en français, « Je vous ai sollicité de l'aide, monsieur. J'ai faim. » Une sensation étrange étreignit la poitrine de Stéphane. Une sensation oubliée depuis des lustres. Pas tout à fait de la pitié. Pas encore. Plutôt un étonnement, une perplexité. Pour le sonder, il changea de langue, « Parli italiano » Le gamin opina du chef. « Si, signor, parlo italiano » affirma-t-il. Puis,
Avec une aisance déconcertante qui stupéfia Stéphane, il enchaîna « And I speak English. Ich spreche auch Deutsch ». Faisant une pause pour reprendre son souffle, il conclut dans un japonais impeccable « Nihongo mo anazmazu ». La mallette de Stéphane lui échappa des mains. L'impact du cuir sur le pavé produisit une détonation sèche dans le silence de la ruelle. Mais comment? Il ne put articuler sa question. Il ignorait même laquelle poser. Le garçon le dévisageait à présent avec une lueur de crainte, comme s'il avait commis une faute, comme si la démonstration de ses talents était une erreur. « Pardonnez-moi » souffla-t-il en français. « Je ne voulais pas vous effrayer, monsieur. J'ai seulement cru que, peut-être, si je parlais votre langue. » « Où as-tu bien pu apprendre tout ça ?» Sans même s'en apercevoir, Stéphane s'était accroupi, se plaçant à la hauteur de l'enfant. Son genou droit, posé à même le sol, souillait le tissu de son pantalon à 2000 €. Cela lui était égal. « Où sont tes parents ?» La question, plus abrupte qu'il ne l'eût souhaité, fit tressaillir l'enfant, qui se tassa un peu plus contre le mur. « Je n'ai plus de père, monsieur. » Enfin, si, j'en avais un. J'ai ma maman. Mais elle, sa voix s'étrangla. Il se mordit la lèvre inférieure avec une telle force que Stéphane craignit de la voir saigner. Elle est malade, très malade. Je sors pour lui trouver à manger, mais je n'ai rien trouvé aujourd'hui. Des larmes se mirent à sillonner ses joues, lavant des rigoles nettes dans la crasse. L'enfant les balaya d'un revers de main hâtif, comme si pleurer était une faiblesse, une honte à dissimuler. Stéphane sentit une barrière intérieure, une digue érigée et entretenue avec soin pendant des années, commencer à se lézarder. « Quel est ton nom » demanda-t-il. Cette fois, le timbre de sa voix était différent, plus doux, plus humain. « Léo » répondit l'enfant. « Je m'appelle Léo Dubois, monsieur. » Léo. Stéphane murmura le prénom, comme pour en goûter la sonorité. « Je m'appelle Stéphane. Et tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur. » Léo acquiesça, mais Stéphane comprit que cela ne changeait rien. Les enfants comme Léo, les enfants de la rue, intègrent rapidement la nécessité de la déférence envers les hommes en costume et souliers cirés, ce sont eux qui détiennent le pouvoir de vie ou de fin. Stéphane consulta sa montre. 8h43. Il disposait de 17 minutes pour atteindre son bureau, changer de costume, parcourir les notes de sa présentation et se tenir prêt pour ses interlocuteurs. 17 minutes. Le trajet à pied en exigeait 20. Son regard revint sur Léo, sur ses pieds nus, ses yeux azur noyés de larmes contenues, ses petites mains agitées de tremblements. Froid, peur, faim, ou la conjonction des trois. Stéphane saisit son téléphone. « C'est moi » lança-t-il à son interlocutrice. « Annulez mon rendez-vous de 9h. »« Pardon ?» La voix de son assistante, Sandrine Moreau, était empreinte d'une alarme non feinte. Stéphane, ce sont les investisseurs de Tokyo. Ils ont fait le déplacement exprès pour « annuler », trancha-t-il. Invoquer une urgence familiale. Reporter à demain, même heure, et précisez bien que tous les frais d'hôtel et autres désagréments sont à ma charge. Urgence familiale? Mais vous n'avez pas de « Sandrine, je vous en prie. Contentez-vous de le faire. » Il mit fin à la conversation avant qu'elle ne puisse insister. Il glissa son téléphone dans sa poche, ramassa sa mallette et tendit une main à Léo. « Viens avec moi. » Léo le dévisagea, ses yeux d'un bleu irréel partagés entre une méfiance instinctive et un fol espoir. « Où, monsieur? Où m'emmenez-vous? » Pour commencer, déclara Stéphane, on va te chausser. Ensuite, te nourrir. Il marqua une pause, car il ignorait la suite du programme. Il n'improvisait jamais, tout était consigné dans son agenda 3 semaines à l'avance. Après, on trouvera une solution pour ta mère. La main de Léo dans la sienne était minuscule, glacée, d'une fragilité poignante. En se levant, l'enfant boitilla. « Tu es blessé? » ?»« Non, c'est rien, je suis tombé hier. »« Ça va, la douleur est supportable. » C'était un mensonge. Stéphane le devinait à la crispation de ses traits chaque fois qu'il prenait appui sur son pied gauche. Allons-y. Sans plus de réflexion, il ôta la veste de son costume et en couvrit les épaules de Léo. Le vêtement était grotesque sur lui, les manches balayant le sol, mais il lui tiendrait chaud. Une chose à la fois.
ils remontèrent la rue ensemble. Stéphane était sensible aux regards qu'ils attiraient. Les passants les observaient, lui, en chemise blanche et cravate de soie, sa mallette dans une main, tenant de l'autre la main d'un enfant sale et déchaussé. Certains regards trahissaient la curiosité, d'autres la réprobation, comme s'il se livrait à une activité suspecte. Une femme lui adressa même un sourire embué de larmes, comme si elle était témoin d'une scène d'une grande beauté. Stéphane les ignora tous. Il poussa la porte de la première boutique de chaussures de luxe qu'ils croisèrent à Tours, une ville proche. Un établissement hors de prix, le genre où Stéphane avait ses habitudes. L'expression du vendeur à leur entrée fut un modèle de mépris à peine voilé. « Des chaussures pour ce garçon », ordonna Stéphane, son ton excluant toute contestation. « Le meilleur modèle que vous ayez à sa taille. Et des chaussettes. Des pantalons aussi, si vous en avez. » Le vendeur resta interdit. « Monsieur, ceci est un chausseur de luxe pour hommes. Nous n'avons pas d'article pour enfants. Dans ce cas, allez en chercher dans la boutique voisine, téléphonez, débrouillez-vous. Cet enfant doit être chaussé sur le champ. » Stéphane sortit son portefeuille et abattit sa carte de crédit noire sur le comptoir. Le prix est sans importance. Un quart d'heure plus tard, Léo était chaussé de baskets neuves à sa pointure, de chaussettes de laine épaisse, d'un jean qu'une vendeuse avait été dépêchée d'acheter dans un magasin pour enfants voisins, et d'un sweat à capuche orné d'une inscription en anglais que Léo déchiffra sans peine. « Dream big », dit-il en caressant les lettres. « Ça signifie « rêve en grand ». « Je sais », répondit Stéphane en lui ébouriffant les cheveux. Le geste fut instinctif. Il ne se souvenait pas avoir fait une telle chose depuis des années, voire jamais. L'instant lui parut étrangement juste. Léo leva les yeux vers lui, et pour la première fois, un sourire illumina son visage. Un sourire discret, presque timide, mais sincère. Et Stéphane sentit une nouvelle fissure s'ouvrir dans sa carapace. « Et maintenant », dit-il en s'efforçant d'adopter un ton pratique pour masquer une vague d'émotion, « allons-nous restaurer. »« De quoi as-tu envie ?» Le sourire de Léo s'effaça. « Monsieur, je peu importe. Vraiment, je ne veux pas abuser, je ne veux pas que vous fassiez plus de frais pour moi. » Léo. Stéphane s'agenouilla une nouvelle fois. Autour d'eux, la foule pressée continuait son balai indifférent. Mais les pensées de Stéphane n'étaient plus aux réunions d'affaires ou au bilan financier. « Écoute-moi bien. Aujourd'hui, l'argent n'est pas un problème. Rien n'est un problème. Dis-moi simplement ce qui te ferait plaisir. » Léo le dévisagea longuement, comme pour évaluer la crédibilité de ce scénario inouï où l'on s'enquérait de ses désirs au lieu de lui tendre des restes. « Des crêpes », lâcha-t-il enfin, d'une voix à peine audible. Maman adorait les crêpes. Avant, quand on avait encore, il laissa sa phrase en suspens. C'était inutile de la terminer. Ils se rendirent dans un charmant bistrot à Blois, à quelques rues de là. Une odeur de café chaud et de pain grillé flottait dans l'air. La serveuse, une femme d'une cinquantaine d'années au regard doux et au tablier maculé de sirop, les accueillit sans poser de questions, les installant avec un sourire à une table près de la fenêtre. « Que puis-je vous servir, messieurs ? » « Des crêpes !» s'exclama Léo avant même que Stéphane ait pu ouvrir la bouche, rougissant aussitôt de son audace. « S'il vous plaît. »« Si c'est possible. »« Mais bien sûr que c'est possible, mon petit. » La serveuse lui adressa un clin d'œil complice. « Aux fraises ? Au chocolat ?» Le visage de Léo s'éclaira d'une telle intensité que Stéphane dut détourner les yeux. Il sentit que s'il fixait plus longtemps cette expression de bonheur pur, déclenchée par une simple garniture de crêpes, il risquait de fondre en larmes en public. « Aux fraises », confirma Léo. « S'il vous plaît. »« Un café pour moi », ajouta Stéphane. « Serré. »« Et un jus d'orange pour lui. »« Et du lait. » Des fruits, il s'interrompit, conscient de l'absurdité de sa commande. « Apportez-nous un peu de tout. » La serveuse opina, son sourire creusant au coin de ses yeux ses rides bienveillantes propres à ceux que la vie n'a pas aigris. En attendant, Stéphane contempla Léo. L'enfant observait la rue, et son expression portait une gravité, une lassitude qui n'était pas de son âge. Comme s'il avait déjà vécu 1000 vies. « Léo » interrogea Stéphane, « d'où te vient cette connaissance des langues ?» L'enfant se tourna vers lui. Un instant, il parut hésiter. Puis, un soupir profond,
un soupir d'adulte, s'échappa de sa poitrine. « C'est mon papa », expliqua-t-il. Il était interprète. Il maîtrisait de nombreuses langues. Il travaillait pour l'ONU, il voyageait partout. Maman et moi, on l'accompagnait parfois, quand j'étais tout petit. Il m'enseignait. Il disait que les langues sont des ponts, vous comprenez? Des ponts entre les peuples qui, sans elles, resteraient étrangers les uns aux autres. Et où est ton père à présent? Demanda Stéphane avec douceur, bien qu'il pressentît la réponse. Il est mort. La voix de Léo était dénuée d'émotion, comme si le récit de cette tragédie était devenu une routine. Il y a 2 ans. Un accident de voiture. Il s'interrompit, la gorge nouée. Il est décédé à l'hôpital. C'est là que tout a basculé. Le cœur de Stéphane se serra. Et ta mère? Maman était professeure de piano. Mais après la mort de papa, elle s'est laissée sombrer dans la tristesse. Elle ne dormait plus, ne travaillait plus. Elle a perdu son poste. On a été expulsé de l'appartement. Et puis elle est tombée malade. Une petite toux au début, mais maintenant elle tient à peine debout. Elle a constamment de la fièvre. J'essaie de prendre soin d'elle, je vous jure que j'essaie, mais je ne sais plus quoi faire. Et on n'a pas de quoi payer un médecin. De nouvelles larmes perlèrent sur ses joues. Cette fois, il ne chercha pas à les cacher. Stéphane avança sa main sur la table et la posa sur celle de Léo. « Où habitez-vous, toi et ta mère ?» Dans un immeuble abandonné en banlieue de Blois, à peut-être 10 rues d'ici. On a trouvé une pièce au 3e, avec un bout de toit. On a empilé des cartons pour se protéger du vent. On a une couverture. En fait, on en avait 2, mais on nous en a volé une la semaine dernière, pendant que j'étais sorti chercher de la nourriture. Stéphane ferma les paupières. L'image de cet enfant si doué, parlant cette langue, obligé de construire un abri de fortune pour sa mère mourante, était insoutenable. L'imaginer errant chaque jour dans les rues, nu-pieds et affamé, à la merci de la charité publique, c'était trop. Son esprit se refusait à concevoir une telle détresse. « On va trouver une solution », affirma Stéphane, sa voix plus assurée qu'il ne se sentait. « Tu m'entends, Léo? On va s'en sortir. » Comment? L'unique mot de Léo était chargé d'une telle attente, d'un espoir si fragile mêlé à une profonde méfiance. « Comment allez-vous faire, monsieur? Les gens ils font beaucoup de promesses. Ils disent qu'ils vont t'aider, et puis ils nous oublient. Ou alors, ils appellent les services sociaux. Et ils viennent pour me prendre. Mais je ne peux pas laisser maman toute seule. Elle n'a que moi au monde, et je n'ai qu'elle. » La serveuse revint, interrompant leur conversation. Elle déposa devant Léo une assiette garnie de crêpes dorées, nappées de fraises, de crème fouettée et de sirop d'érable. À côté, du pain perdu, des œufs brouillés et du bacon, une coupe de fruits, un grand verre de jus d'orange et un autre de lait. Léo contempla ce banquet, les yeux écarquillés. « Serre-toi », l'encouragea Stéphane. « C'est pour toi. Mais c'est beaucoup trop. » Je ne pourrai jamais, le regard de Léo oscillait entre la nourriture et Stéphane, comme s'il s'attendait à ce que le rêve se dissipe. « Si, tu peux », assura Stéphane. « Et tu vas le faire. Et juste après, nous irons chercher ta mère. » Tremblant, Léo saisit sa fourchette. À la première bouchée, Stéphane vit ses paupières se clore de plaisir, un petit grognement de satisfaction lui échappait. Puis il se mit à manger avec une voracité qui laissait deviner un jeûne prolongé. C'était sans doute la vérité, songea Stéphane avec un pincement au cœur. « Mange lentement », lui conseilla Théil avec douceur. « Il ne faut pas te rendre malade. » Léo acquiesça sans ralentir. Stéphane n'insista pas. Il se contenta de siroter son café refroidi, en observant cet enfant prodigieux dévorer ses crêpes, et en songeant à quel point sa propre vie avait été bouleversée en l'espace d'1 heure. Lorsque l'appétit de Léo fut enfin apaisé, Stéphane reprit, « Il faut que tu me conduises auprès de ta mère. Je vais appeler un médecin de mes amis, et nous l'emmènerons dans une clinique. » « On n'a pas les moyens d'aller dans une clinique, » objecta Léo, mais sa voix avait perdu de son désespoir. La nourriture avait ravivé les couleurs de son visage et la lueur de ses yeux. « Moi, j'ai les moyens, » rétorqua Stéphane. « Le coût n'a aucune importance. Ta mère a besoin de soins, et elle les aura.
Quant à toi, il chercha ses mots. Ta vie dans cet immeuble abandonné est terminée. J'y veillerai personnellement. Pourquoi? La question de Léo fusa, presque agressive. Pourquoi faites-vous ça pour nous? Vous ne nous connaissez même pas. Nous ne sommes rien pour vous. Alors, pourquoi? La question était pertinente. C'était la question que Stéphane éludait depuis sa rencontre avec Léo. Pourquoi? Il aurait pu prétexter les dons linguistiques de l'enfant, son caractère exceptionnel. Mais c'eût été un mensonge. La vérité était plus profonde, plus intime. Elle avait à voir avec le regard de Léo, qui lui rappelait l'homme qu'il avait été, avant que la fortune et le succès ne le transforment en un être capable de croiser un enfant déchaussé sans même le remarquer. Parce que, répondit-il enfin, la voix enrouée, j'aurais dû le faire bien avant. Parce que j'ai croisé des milliers de personnes comme vous, ta mère et toi, sans jamais m'arrêter, sans jamais un regard, sans jamais un instant d'empathie. Et l'homme que je suis devenu me déplaît profondément. Il marqua une pause. Alors peut-être que c'est toi que j'aide. Ou peut-être que c'est moi que j'aide. Léo le dévisagea longuement, puis inclina la tête. D'accord, dit-il. Vous pouvez nous aider. À une condition. Laquelle? Promettez-moi que vous ne nous séparerez pas, maman et moi. Quoi qu'il arrive. Promettez-le. Stéphane tendit la main par-dessus la table. C'est promis. Léo la saisit. C'était un pacte, un engagement solennel. Stéphane sentit au plus profond de lui qu'il ne pourrait le trahir sans anéantir la part d'humanité qui subsistait en lui. Ils quittèrent le bistrot 20 minutes plus tard, emportant les restes du repas. En chemin vers l'immeuble désaffecté, Stéphane passa une série d'appels. Le premier à son médecin personnel, le docteur Nicolas Martin, un ancien camarade d'université devenu directeur d'une clinique privée réputée à Tours. Nicolas, c'est Stéphane. J'ai besoin de ton aide. C'est très important. Le second à Sandrine. Annuler tous mes engagements de la semaine. Sans exception. Reporter, annuler, peu importe. Le troisième à son avocat. Gilles, j'ai besoin de renseignements sur les solutions d'hébergement d'urgence, la garde d'enfants, le droit de la famille. Oui, je sais que ce n'est pas ta spécialité, mais il me faut des réponses avant ce soir. Lorsqu'ils atteignirent leur destination, Stéphane avait déjà mis en branle une demi-douzaine de personnes, toutes déconcertées par son ton pressant et cette soudaine urgence familiale, dont personne n'avait jamais entendu parler. L'immeuble était plus sinistre encore que dans l'imagination de Stéphane. 3 étages de fenêtres brisées, des murs tagués, une porte d'entrée tenant par un seul gond. Un lieu où les seringues jonchaient le sol et où les seuls occupants permanents étaient les rats. C'est en haut, dit Léo, désignant un escalier qui menaçait de s'effondrer. Au 3e. Stéphane le suivit, posant ses pieds avec précaution sur les mêmes marches que l'enfant, chassant la pensée que ce dernier empruntait ce chemin périlleux chaque jour, seul, dans l'obscurité. La pièce du 3e était conforme à la description de Léo. Des cloisons de carton, une couverture élimée à même le sol, et dans un coin, une silhouette recroquevillée, tremblante de fièvre. Une femme. Maman. Léo se précipita vers elle, s'agenouillant à ses côtés. Maman, réveille-toi. Je t'amène de l'aide. Maman, je t'en prie. La femme ouvrit les yeux. Des yeux du même bleu irréel que ceux de son fils. Sa chevelure, autrefois sans doute blonde et soyeuse, était terne et nouée. Son visage était creusé de cernes, ses lèvres gercées, sa peau blafarde marbrée de rougeur. Mais en voyant Léo, un sourire éclaira ses traits. Mon trésor, murmura-t-elle, d'une voix à peine perceptible. Tu es revenu. Toujours, maman. Je reviens toujours. Léo lui prit la main. Il pleurait de nouveau. Et je ne suis pas seul. Il va nous aider. Il s'appelle Stéphane. Le regard de la femme se posa sur Stéphane, et la terreur chassa toute autre expression de ses yeux. Non, Alta-T-L. Non, Léo, qu'as-tu fait? Tu as appelé les services sociaux? Ils ne doivent pas, tu ne dois pas les laisser t'emmener. Je ne travaille pas pour les services sociaux, intervint Stéphane, s'avançant prudemment, les mains ouvertes pour la rassurer. Je m'appelle Stéphane Dupont. J'ai rencontré votre fils ce matin.
Il m'a parlé de vous. J'ai prévenu un médecin. Une ambulance arrive. Nous allons vous conduire à l'hôpital. Nous n'avons pas d'argent, répondit la femme. Il y avait dans sa voix une résignation déchirante, comme un disque rayé répétant le même mantra de survie. Nous n'avons pas d'argent, alors passez votre chemin, laissez-nous tranquilles, laissez-nous mourir ici, sans déranger personne. L'argent n'est pas un problème, assura Stéphane. Je m'occupe de tout. Laissez-moi vous aider, je vous en supplie. Pourquoi? La même question que Léo, mais dans la bouche de cette femme à l'agonie, elle prenait une dimension encore plus poignante. Pourquoi un parfait inconnu nous viendrait-il en aide? Stéphane n'avait pas de meilleure explication à fournir. Il se contenta de dire, parce que votre fils est un être exceptionnel. Et vous devez l'être aussi pour avoir élevé un tel enfant. Et parce que j'en ai besoin. S'il vous plaît. La femme le fixa longuement. Puis, rassemblant ses dernières forces, elle acquiesça. Je m'appelle Manon, dit-elle. Manon Dubois. Je suis ravi de vous rencontrer, Manon. Stéphane la couvrit de son manteau, ajoutant une couche de chaleur à la maigre couverture. L'ambulance ne devrait pas tarder. Effectivement, 10 minutes plus tard, les sirènes retentirent. Les ambulanciers gravirent les escaliers, professionnels et efficaces, avec cette délicatesse réservée aux situations extrêmes. Stéphane leur communiqua le nom du docteur Martin, leur indiquant d'appeler directement la clinique privée à Tours et de ne se soucier d'aucune formalité administrative. Pendant qu'il transportait Manon, Léo ne lâchait pas la main de sa mère, lui murmurant des mots de réconfort en français, en anglais, en italien, comme si la multiplicité des langues pouvait mieux traduire l'intensité de ses sentiments. Tout ira bien, maman. Je te le promets, tout ira bien. Stéphane insista pour monter dans l'ambulance. Assis à côté de la civière, Léo sur ses genoux, il observa les gestes précis des secouristes, la pose d'une perfusion, la prise des constantes, leur dialogue technique et urgent. Léo frissonnait dans ses bras. Stéphane réalisa que l'enfant n'avait probablement pas connu d'étreinte réconfortante depuis bien longtemps. Instinctivement, il le serra plus fort, voulant lui transmettre par ce simple contact un message de soutien, lui signifier qu'il n'était plus seul à porter ce fardeau. À la clinique, ce fut une agitation fébrile. Le docteur Martin et son équipe les attendaient. Manon fut immédiatement prise en charge. Stéphane dut retenir Léo qui voulait la suivre. « Laisse-les faire leur travail », lui dit-il avec une fermeté douce. « Ils vont l'aider. Tu la reverras très vite, je te le promets. » Nicolas Martin les rejoignit. « Stéphane ?» Son ton était interrogateur. Comment son ami, le solitaire et distant Stéphane, se retrouvait-il avec un enfant des rues et une femme mourante, comme s'il s'agissait de sa propre famille? On en parlera plus tard, coupa court Stéphane. Peux-tu la sauver? Nicolas acquiesça. Je ferai tout mon possible. Mais je ne te cache rien, Stéphane. Son état est critique. Une pneumonie très avancée, probablement d'autres infections. Elle est en état de dénutrition et de déshydratation sévère. J'ignore depuis combien de temps elle est sans soins, mais tu la sauveras, affirma Stéphane. Ce n'était ni une question, ni un ordre, mais une prière. Nicolas lui posa une main sur l'épaule. Je vais tout tenter. Les heures qui suivirent furent interminables. Stéphane resta dans la salle d'attente, Léo endormi contre lui. Épuisé par les événements, l'enfant avait fini par sombrer. Stéphane n'osait plus bouger, fixant les portes battantes des urgences, priant un Dieu qu'il avait oublié depuis longtemps. « Je vous en prie », répétait-il mentalement. « Ne laissez pas cet enfant perdre sa mère. Faites que je ne sois pas arrivé trop tard. Je vous en prie. » Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, messages de Sandrine, de clients, de partenaires. Il les ignora. Pour la première fois de sa vie, le travail passait au second plan. Vers minuit, Nicolas apparut enfin. Il était fatigué, mais un sourire flottait sur ses lèvres. Stéphane se redressa d'un bond, réveillant presque Léo. « Elle est stable », annonça Nicolas. « Ça n'a pas été simple, et les prochaines 48 heures seront décisives. Mais elle réagit bien au traitement. Elle est sous oxygène, sous antibiotiques, perfusée. Son organisme se bat. C'est une femme courageuse, Stéphane.
Incroyablement courageuse. Stéphane sentit ses jambes se dérober. Il s'adossa au mur, ferma les yeux, et laissa échapper un long soupir de soulagement. « Je peux la voir ?» demanda Léo, qui s'était réveillé. Ses yeux bleus brillaient d'espoir. « Je peux voir ma maman ?» Nicolas chercha l'approbation de Stéphane, qui hocha la tête. « Bien sûr, mon grand. Viens, je t'accompagne. » La chambre était individuelle, la plus confortable de la clinique. Stéphane y avait veillé. Un bouquet de fleurs, envoyé par son assistante toujours aussi efficace malgré son incompréhension, était déjà là. Il y avait un lit d'appoint, une télévision, une vue sur la ville. Et dans le lit d'hôpital, relié à des moniteurs qui émettaient de légers bips, les cheveux propres, reposait Manon. Elle ouvrit les yeux en entendant la porte. En voyant Léo, elle fondit en larmes. « Mon chéri » murmura-t-elle. Léo se hissa sur le lit avec précaution et l'enlaça, aussi tendrement que les tubes et les câbles le permettaient. « Ça va, maman ? Tu vas guérir. Le docteur l'a dit. »« C'est grâce à toi, » répondit Manon. Puis, croisant le regard de Stéphane, elle ajouta, les yeux embués, « grâce à vous deux. » Stéphane se sentait de trop, un intrus dans ce moment d'intimité, de retrouvailles familiales, d'espoir renaissant. « Je vais vous laisser, dit-il. Reposez-vous. » Non. La voix de Manon était faible, mais impérieuse. « Restez, s'il vous plaît. Je dois vous dire quelque chose. » Stéphane s'approcha. « Vous ne me devez rien. » Si. Manon caressait les cheveux de Léo. « J'ignore pourquoi vous nous avez aidés. J'ignore ce qui, en nous, a retenu votre attention alors que tant d'autres sont passés sans nous voir. Mais vous nous avez sauvé la vie. Et je n'ai rien pour vous remercier. Rien à vous offrir, sinon ma reconnaissance éternelle. Merci. Merci. » Madame Dubois-Manon, la voix de Stéphane était étranglée par l'émotion. « C'est moi qui vous suis redevable. Vous m'avez rappelé l'essentiel. Vous m'avez rappelé qu'il existe des choses plus importantes que les affaires, les contrats, et les zéros sur un compte en banque. Que allons-nous devenir ? Demanda Manon, la peur de nouveau perceptible dans sa voix. À ma sortie, où irons-nous ? Nous n'avons plus de foyer. Et les services sociaux, n'y pensez plus, l'interrompit Stéphane. J'ai consulté mon avocat. Je possède un appartement confortable à Blois, un investissement locatif. Il est actuellement inoccupé. Il est à vous, aussi longtemps qu'il le faudra. Sans loyer. Nous trouverons les meilleurs traitements pour vous, le temps qu'il faudra. » Et Léo, il regarda l'enfant, qui buvait leurs paroles. Léo ira à l'école. Une excellente école, où ses dons pour les langues seront appréciés. C'est trop, nous ne pouvons accepter, protesta faiblement Manon. C'était le refus de la bienséance, pas celui du cœur. Si, vous pouvez, affirma Stéphane, et vous le ferez. Pourquoi ? Parce que je le veux. Parce que j'en ai besoin. Et parce que, il hésita. Parce que j'ai été seul et vide pendant trop longtemps. Et vous rencontrer, vous deux, c'est comme réapprendre à vivre. Manon lui tendit une main tremblante, que Stéphane saisit. Alors, vous ne nous avez pas seulement sauvés, dit-elle avec douceur. Vous vous êtes sauvés vous-même. Peut-être bien qu'elle avait raison. Stéphane quitta la clinique à 2 heures du matin. Il s'était assuré que Léo dormait paisiblement dans le lit d'appoint, sous une couverture infiniment plus douce que son ancien haillon. Que Manon ne manquait de rien. Il avait laissé son numéro personnel aux infirmières, avec consigne de l'appeler à la moindre alerte. Sur le chemin du retour vers Bordeaux, il conduisit en silence, sans musique, laissant les bruits de la nuit urbaine pénétrer l'habitacle. Son appartement l'accueillit avec son silence habituel, son luxe froid, son vide. Mais quelque chose avait changé en lui. Stéphane avait changé. Cette nuit-là, il s'endormit en songeant à des yeux bleus, à des crêpes aux fraises, à une petite main dans la sienne. Et pour la première fois depuis des années, son sommeil fut profond et sans rêve. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Stéphane consulta les meilleurs spécialistes pour Manon. Il mandata des décorateurs pour aménager l'appartement, des assistants pour l'équiper de tout le nécessaire.
Il recruta des tuteurs pour évaluer le niveau de Léo et l'aider à combler ses lacunes. Il se rendait chaque jour à la clinique. Au début, par devoir. Puis, il admit qu'il y allait par envie. Le sourire de Léo à son arrivée était devenu une source de joie, un sentiment de se sentir utile, un sentiment d'être humain. Une semaine plus tard, Manon pouvait s'asseoir dans son lit. Ses joues avaient repris des couleurs, ses yeux leur éclat. La convalescence serait longue, mais elle était vivante. Elle se battait. « Je veux te montrer un truc », lui dit Léo un jour, une nouvelle lueur d'excitation dans la voix. « Qu'est-ce que c'est » Léo lui tendit une feuille de papier. C'était un dessin, réalisé avec des crayons de couleur de l'hôpital. Il représentait une femme alitée, un petit garçon, et un grand homme en costume. En bas, une écriture malhabile mais appliquée disait « Ma famille ». À cet instant, Stéphane sentit toutes ses défenses s'effondrer. Les fissures devinrent des brèches, libérant un torrent d'années de solitude, de chagrin et de vide qu'il avait tenté d'enfouir sous le travail et l'argent. Un sanglot lui échappa, puis un autre. Il se mit à pleurer, tenant ce simple dessin comme le plus précieux des trésors. Parce qu'il l'était. « Monsieur Stéphane ?» La voix de Léo était inquiète. « J'ai fait une bêtise. Si vous ne voulez pas faire partie de notre famille, c'est pas grave. Je pensais juste que, non. » Stéphane s'agenouilla devant lui, le tenant par les épaules. « Tu n'as rien fait de mal. C'est parfait, ce que tu as fait. Il peinait à parler. Je serais honoré de faire partie de ta famille, Léo. Très honoré. » Léo se jeta à son cou. Stéphane le serra contre lui, cet enfant miraculeux qui avait fait irruption dans sa vie et l'avait bouleversé. « Je vous aime » chuchota Léo. « Moi aussi, je t'aime » répondit Stéphane, réalisant la vérité de ses propres mots. Au cours de cette folle semaine, il avait appris à aimer cet enfant comme son propre fils. Et Manon, cette femme si courageuse. « Je vous aime tous les deux. » En levant les yeux, il vit que Manon pleurait aussi. « Merci » dit-elle. Ce seul mot contenait un monde de gratitude, de soulagement, d'amour et d'espoir. Un avenir qui, une semaine plus tôt, était inenvisageable. Un mois plus tard, Manon quitta la clinique. Stéphane les installa dans leur nouveau logement, cet appartement de Blois qui n'était qu'un actif financier et qui devenait un foyer. Léo explora les lieux en courant, s'émerveillant de sa chambre, de son bureau, des étagères qui n'attendaient que ses livres. « Maman, viens voir. J'ai une fenêtre. On voit le parc. » Manon, encore fragile mais de jour en jour plus forte, déambulait lentement, touchant les meubles avec une sorte de vénération, comme si elle peinait à croire à la réalité de ce nouveau départ. « C'est trop » dit-elle à Stéphane. « C'est beaucoup trop. »« Non » répondit-il. « C'est ce que vous méritez. » Ce soir-là, Léo endormit, Manon et Stéphane prirent le thé dans le petit salon. « Il faut que je vous dise quelque chose » commença Manon. « Quelque chose que je garde pour moi depuis un moment. Je vous écoute. » Son regard était empreint d'une vulnérabilité qui signalait l'importance de ses paroles. « Durant tous ces mois dans la rue, à me battre pour Léo, pour survivre j'avais perdu tout espoir. Vraiment. Il y a des nuits où, dans cet immeuble sordide, j'écoutais sa respiration et je me disais que ce serait peut-être plus simple de baisser les bras. De tout lâcher. Parce que je n'avais que de la souffrance à lui offrir. » Des larmes coulaient sur ses joues. « Et puis vous êtes arrivé. Tel un ange. Une réponse à des prières que je ne formulais même plus. Vous nous avez sauvés. Vous nous avez offert une seconde chance, une raison d'espérer. Manon, non, laissez-moi finir. » Elle s'essuya les yeux. « Ce que je veux dire, c'est merci. Pas seulement pour l'appartement, la clinique, la nourriture. Merci d'avoir vu mon fils. De m'avoir vu. Merci de vous être arrêté. Merci de nous avoir rappelé qu'il existe encore des gens bons dans ce monde. » La gorge de Stéphane se serra. « C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez rappelé qui je veux être. L'homme que j'aurais toujours dû être. » Un silence s'installa, lourd de tout ce qui avait été vécu et transformé. « Et maintenant » demanda Manon. « Maintenant, » répondit Stéphane, « tu vas te soigner. Léo entre à l'école la semaine prochaine.
C'est une école bilingue, ils sauront apprécier ses talents. Toi, quand tu seras prête, on te trouvera un travail. Dans la musique, peut-être, ou autre chose. Sans précipitation. Et vous resterez-vous dans nos vies? La question était teintée de la peur de l'abandon, la crainte que cet élan de générosité ne soit qu'éphémère. Si vous m'y autorisez, dit Stéphane, j'aimerais y rester très longtemps. Peut-être pour toujours. Un sourire, le premier vrai sourire de bonheur que Stéphane voyait sur ses lèvres, illumina le visage de Manon. Ce serait avec une grande joie, dit-elle. Une très grande joie. Les mois qui suivirent furent une révélation pour Stéphane. Il travaillait toujours, mais sa vie avait un nouvel équilibre. Les dîners du vendredi avec Manon et Léo. L'aide aux devoirs, s'étonnant des progrès fulgurants de l'enfant. Il y eut des jours difficiles, des rechutes de Manon, des cauchemars de Léo. Mais Stéphane était là. Toujours. 6 mois après leur rencontre, Manon était complètement rétablie. Elle donnait des cours de piano à domicile. Léo était le premier de sa classe. Et Stéphane avait changé. Son entourage le constatait. Sandrine trouvait qu'il souriait davantage. Nicolas Martin lui dit qu'il avait l'air enfin vivant. Un samedi après-midi, au parc municipal de Blois, Stéphane poussait Léo sur la balançoire, sous le regard attendri de Manon. « Plus haut !» criait Léo. « Plus haut, papa Stéphane !» Il l'appelait ainsi depuis un mois. Au début, avec hésitation. Mais Stéphane n'avait rien dit. Comment aurait-il pu? Ce mot réchauffait son cœur d'une joie pure et intense. Sur le chemin du retour, Léo marchant entre eux, Manon se lança. « Stéphane, Léo et moi aimerions te demander quelque chose. » « Quoi donc ?» Manon chercha le soutien de Léo, qui l'encouragea d'un signe de tête. « Nous nous demandions, » elle hésita. « Tu es libre de refuser, bien sûr. Mais ces derniers mois ont été les plus heureux de notre vie. Tu as été bien plus qu'un ami. Tu es notre famille. Et nous espérons que c'est réciproque. » « Ça l'est, » répondit Stéphane, la voix nouée. « Vous êtes ma famille. » Alors, Manon s'arrêta et lui fit face. « Accepterais-tu de l'officialiser? Pas par un mariage. Mais en adoptant Léo. En devenant son père aux yeux de la loi, pas seulement dans nos cœurs. En lui donnant ton nom. » Le monde s'immobilisa pour Stéphane. Il se tourna vers Léo, qui le fixait, les yeux pleins d'une attente anxieuse. « C'est ce que tu souhaites? » demanda-t-il au garçon. « Que je devienne ton papa. » « Tu le es déjà, mon papa, » répondit Léo avec simplicité. « On veut juste que tout le monde le sache. » Et là, au milieu du parc, indifférent aux passants, Stéphane s'agenouilla devant Léo. « Ce serait le plus grand honneur de ma vie, » dit-il, la voix brisée. « D'être ton père. Pour de vrai. Pour toujours. » Léo se jeta dans ses bras. Manon les rejoignit, et ils s'étreignirent, riant et pleurant à la fois. Une famille, née non du sang, mais de l'amour et du choix. Un an plus tard, une cérémonie intime, en présence de Nicolas Martin et Sandrine Moreau, officialisait l'adoption. Stéphane Dupont devenait le père de Léo Dupont. L'enfant de la ruelle avait un père, un foyer, un avenir. Et l'homme d'affaires vide et solitaire avait trouvé ce que l'argent ne peut acheter, une famille, un amour, un sens à sa vie. Mais l'histoire ne s'achève pas ici. Car les années suivantes virent Léo accomplir des prodiges. Son don pour les langues, nourri par une excellente éducation, le propulsa. À 16 ans, il en parlait 11. À 18, il intégra l'université de Tours avec une bourse d'excellence. Il choisit les relations internationales, comme son père biologique, mais avec une mission. Sa thèse sur les enfants des rues et les barrières linguistiques donna naissance à un programme, financé par Stéphane, de formation multilingue pour les travailleurs sociaux. Le programme, d'abord local, devint national, puis international. Léo Dupont devint le porte-voix des sans-voix, un pont pour les plus vulnérables. Et lorsqu'il reçut son premier prix international pour son action humanitaire lors d'une cérémonie à Paris, prononçant son discours en cette langue, Stéphane était au premier rang, submergé de fierté. À ses côtés, Manon, qu'il avait épousée 5 ans plus tôt, partageait son émotion. Leur amour, né de la gratitude, s'était épanoui en un sentiment profond et durable.
Dans son discours, Léo raconta son histoire. L'immeuble abandonné, l'homme qui s'était arrêté. Comment un geste de bonté peut changer un destin, et en influencer des milliers d'autres. Mon père m'a sauvé, déclara Léo, sa voix assurée. Mais ce qu'il ignore, c'est que je l'ai sauvé aussi. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. C'est ça, la famille. C'est ça, l'amour. Ce n'est pas une question d'argent ou de pouvoir. C'est une question d'attention, de compassion, et d'action. Après la cérémonie, Stéphane étreignit son fils. Je suis si fier de toi. C'est grâce à toi que je suis là, répondit Léo. Tout ce que j'ai fait, je le dois à ce jour où tu as jugé qu'un gamin des rues valait ton temps et ton amour. Tu as tort, dit Stéphane, les larmes aux yeux. Ce jour-là, ce n'est pas moi qui ai vu ta valeur. C'est toi qui m'as rappelé la mienne. Tu m'as rappelé que je pouvais encore être un homme bon. Tu m'as sauvé le premier, mon fils. Ce soir-là, chez eux, autour d'un thé et du gâteau, Léo sortit de sa poche un vieux papier froissé. Le dessin de l'hôpital. Les 3 personnages. Ma famille. Tu l'as gardé? S'étonna Stéphane. Toujours, dit Léo. C'est là que tout a commencé. Le jour où des étrangers sont devenus une famille. Il les regarda. Je veux que vous sachiez que, quels que soient les prix, les langues, les succès, ce moment restera le plus important de ma vie. Le moment où j'ai appris que l'amour peut réchauffer le monde. Qu'il y aura toujours quelqu'un pour s'arrêter. Et que ce quelqu'un peut tout changer. Ils restèrent là, tous les 3, unis par ce lien improbable, contemplant ce dessin comme une relique sacrée. Dehors, le monde continuait sa course folle. Des gens passaient à côté d'autres gens dans le besoin. Mais dans cet appartement, il y avait de la chaleur, de l'amour, et la preuve qu'un seul geste, un seul regard, peut engendrer un héritage de compassion qui défie l'imagination. Stéphane Dupont avait été riche de biens, mais pauvre de cœur. Léo Dubois avait été pauvre de tout, mais riche d'amour. Ensemble, ils étaient devenus une famille, un espoir, et la démonstration qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour choisir l'amour contre l'indifférence. Pour s'arrêter. Et chaque jour, quelque part, un Léo attend dans une ruelle. La plupart des gens passent leur chemin. Mais parfois, quelqu'un s'arrête. Et le monde change. Une vie à la fois. Un geste à la fois. Une famille à la fois. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Car quelque part, un enfant attend qu'on le voie. Et cette personne, ce pourrait être vous. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà aidé quelqu'un? Ou quelqu'un vous a-t-il tendu la main? Partagez vos histoires. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Qu'il y a encore de l'amour, et de l'espoir.